Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler inflation, on va parler baisse de l'immobilier, on va parler hausse des taux. Ça va être un épisode solo, un épisode tout seul. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai regardé, ça date depuis le 28 décembre 2022, quand j'avais fait mon épisode 1 million. Comment est-ce que j'ai fait l'acquisition d'1 million d'euros d'immobilier en 2022 ? Pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps ? Déjà, j'avais des invités exceptionnels et j'adore avoir des invités parce qu'ils m'apprennent plein de choses. J'ai même encore quelques épisodes d'avance par rapport à ça pour être sûr que vous ayez tous les mercredis un épisode. Donc je vais faire un petit épisode tout seul. Je voulais parler un peu, forcément ça nous touche en tant qu'investisseur immobilier et investisseur boursier, de l'inflation, de la hausse des taux et de l'éventuelle baisse des prix de l'IMO. Donc on va en discuter ensemble. Enfin, je vais en discuter avec moi-même et vous allez écouter, puis vous pourrez me donner votre avis. Voilà, c'est juste mon avis, mon ressenti. Je suis pas prix Nobel d'économie. Personne, je pense, a les vraies données, toutes les données. Mais à mon avis, voilà, partager mon ressenti. Le gros avantage que j'ai, je pense, sur la plupart des auditeurs, c'est que avec mon associé Michel, on suit un groupe d'investisseurs via le Club Invest et une dizaine d'investisseurs. Donc forcément, eux, ils visitent tout le temps. Donc on est en continu. On a les retours du marché, les retours des offres, les retours des agents IMO. Par rapport à ça, donc on est tout le temps en veille, alors que si on a un investisseur classique, même si on fait, je sais pas, 5 achats par an, comme je l'ai fait pendant longtemps, on n'aura pas on n'aura pas le même rythme de retour du marché. Donc de ce point de vue-là, je pense que je suis légitime, mais après, voilà, peut-être que je vais dire des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord, des choses peut-être qui vont être fausses, mais j'ai fait quelques petites recherches, et puis j'ai quand même quelques années d'expérience maintenant dans l'immobilier, donc ça va être mon ressenti. J'espère que vous l'apprécierez. Avant de démarrer, en général, je fais ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'épisodes tout seul, mais en général, je fais un peu un historique de la semaine, de ce qui s'est passé. Là, franchement, j'ai pas grand-chose qui s'est passé par rapport à mes investissements immobiliers, ce qui est plutôt un bon point. Voilà, ils sont tous loués, ils tournent. Pas trop de problèmes, même si on a toujours, notamment avec les LCD. Mes concierges qui m'écoutent souvent pourront confirmer, il y a toujours des petites choses. Franchement, dès que vous êtes en LCD, tous les problèmes prennent des proportions de malade. Là, il y avait par exemple, je devais avoir vendredi 7 avril un frais qui devait repasser pour la deuxième fois pour installer la fibre, sauf que le 7 avril, c'est férié en Alsace-Moselle, et donc la personne qui devait venir, la personne de chez Next City, je pensais, du syndic, elle travaillait pas, donc j'ai dû décaler le rendez-vous, et puis moi je suis pas sur place, et puis mon artisan, je dois le bloquer 2 heures le temps que Free arrive. Enfin, c'est des galères, alors que quand vous avez quand vous avez quelqu'un sur place, un locataire sur place, il n'y a pas ce problème. Idem, on a une autre LCD, ils ont changé les boîtes aux lettres, on n'a pas récupéré la clé, et le voyageur a mis la carte du parking dans la boîte aux lettres, sauf que nous on n'a pas la clé. Donc c'est vraiment des petites choses, mais c'est tout le temps des petits problèmes comme ça qu'il faut régler. Et quand on n'est pas sur place, je trouve que c'est vraiment, vraiment compliqué. Sinon, j'avais petit retour. Donc on avait l'événement IMO. On a vendu donc mercredi le mardi 4 avril, on a mis les places en vente. Il y avait des lits simples, des lits doubles. Les lits simples, ils sont tous partis dans la minute. Ça a ouvert à 20h. À 20h01, il n'y avait plus de lits simples. Ils étaient tous partis. Donc, merci à vous. Je suis trop content de vous voir. Les lits doubles, forcément, c'était plus compliqué parce qu'il fallait 2 personnes qui vont dormir dans le même lit. Mais maintenant, ils sont tous vendus. Si vraiment vous voulez participer, que vous n'avez pas eu, votre chance, vous pouvez m'écrire. On a peut-être des solutions, mais ce sera des solutions un peu moins confortables. Vous pouvez m'écrire. Mais sinon, on est full. On est super content. On est super content de vous voir. Et ça va être super bien. Aucun doute là-dessus. Écoutez, on peut, je pense, commencer avec l'épisode du jour. Je vais mettre un petit jingle. Le petit jingle que j'ai changé la semaine dernière. Et on attaque directement. Bon, je suis pas sûr de le garder super longtemps, ce jingle. Il m'a bien fait rire. J'étais de super bonne humeur quand je l'ai choisi la semaine dernière. Là, il fait un peu pomme d'api. Mais je trouve ça marrant. Alors, pour attaquer la première partie de ce podcast, déjà, pourquoi est-ce que les taux
ils font que monter et quelle est la conséquence sur le marché immobilier. Puis ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait en ce moment de ces sous, de ces investissements selon moi. Alors bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais qu'est-ce que je ferais selon les différentes situations. Alors pourquoi les taux ils montent? On le sait, tout le monde en parle. En gros, il y a eu énormément d'argent qui a été imprimé pendant la période du Covid avec le quoi qu'il en coûte. Et il y a eu, avec des hausses du prix de l'énergie, avec, voilà, vous le savez, la guerre en Ukraine. Alors en fait, mon point de vue, mais c'est bien sûr que mon point de vue, c'est que très longtemps, en fait, la solution à l'inflation, c'était bien pour les personnes qui ont mon âge, entre 30 et 40 ans ou plus jeunes. Nous, on n'a pas vraiment connu l'inflation. Et très longtemps, il y avait un vieux mécanisme qui fonctionnait bien, c'était de monter les taux d'intérêt pour, euh, pour faire baisser, en fait, ça fait ralentir l'économie tout simplement. Pourquoi? On l'a tous vu quand on est investisseur immobilier. En gros, les taux étaient bas, on a pu acheter, on a pu faire des travaux. Souvent, j'en parle de tout l'écosystème qui tourne autour d'un achat immobilier. On le voit bien. Vous payez le notaire, l'agent immo, votre syndic de copro. Bon, lui, de toute façon, il est toujours payé, mais rien que les transactions. Vous faites des travaux, donc vos artisans, tout ça, les frais d'agence après à la location, les frais de gestionnaire, tout ça, ça fait tourner l'économie. Et donc, on voit bien que quand on monte les taux, et donc, ce qui fait tourner l'économie, en général, ça peut, si la machine s'emballe un peu, ça peut augmenter les prix. Le problème là que je vois, et donc en fait, si on augmente les taux, c'est simple, les gens empruntent moins. Alors, ça marche surtout avec les sociétés dans le temps où il fallait des grosses usines, des grosses machines pour investir. Maintenant, en France, je ne vous cache pas que la politique industrielle a fait en sorte que il y a plus beaucoup d'industrie et puis le peu qui reste, nous dans l'Est on avait encore les voitures et puis maintenant les voitures ça va être 2035 si j'ai bien compris, il y aura plus que des voitures électriques et les moteurs électriques de ce que j'en sais ça demande moins de main d'œuvre, donc on va voir ce qu'on va faire, hein. Bientôt on sera tous sur la plage à Punta Cana avec un revenu universel. En tout cas, la hausse des taux est censée baisser l'inflation, voilà, parce qu'en gros elle ralentit l'économie. Le problème que moi je vois, c'est que en fait l'inflation, elle vient à la fois de tout cet argent qui a été créé, bien sûr les hausses d'énergie liées à la guerre, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un sacré opportunisme, ou alors en tout cas un effet domino, dans le sens des sociétés ont vu que les prix augmentaient, et du coup elles augmentaient leurs prix. Il y a plein de prix qui ont augmenté pour des boîtes qui, je sais pas si vous vendez du cacao ou du thé, en théorie, ils poussent pas en Ukraine ou en Russie. Donc il y a il y a plein de prix. Selon moi, c'est juste de la pure spéculation. Et vu qu'on parle d'inflation tout le temps, c'est de bonne guerre d'augmenter ses prix. Je pense qu'il y a aussi un peu un FOMO, un fear of missing out, de si je monte pas mes prix maintenant, après quand les gens auront plus d'argent ou dans quelques temps quand l'inflation on en parlera moins ou que l'inflation aura baissé, je pourrais plus monter mes prix. En tout cas, voilà, il y a tout, enfin, les prix du coiffeur, voilà, le coiffeur, typiquement, ok, ils doivent se chauffer, peut-être que ça coûte un peu plus d'énergie, mais qui prennent, puis je sais pas, on parle d'inflation à quelques pourcents, il y a des choses, j'ai l'impression qu'elles ont 30-40%. Bref, en tout cas, conséquence de ça, on augmente les taux. Alors, les taux, ils étaient, je vais vous les rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, en décembre 2021, là, je suis sous les yeux, il était à 1,05 taux moyen, non, 1,06 taux moyen, et sur 25 ans, 1,13%. Donc, quasiment, on peut considérer quasiment 1%. Et là, maintenant, les taux BCE, ils sont à 3,5%, si je dis pas de bêtises, depuis fin mars. Et donc, si la banque, elle veut se payer, elle va vous prêter à plus que ça encore. Donc, j'ai fait des petites simulations. Vous allez voir, c'est pas glorieux, c'est pas joyeux. Mais ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que cette hausse des taux va baisser l'inflation? J'en sais rien. De toute façon, enfin, après, c'est chacun a son propre avis. À mon avis, la plupart des auditeurs qui aspirent à de la liberté et à, en fait, un peu prendre en main sa propre vie, son propre destin, sont bien conscients qu'en France, en Europe, il n'y a pas toujours tout qui fonctionne super bien. Là, on parle des retraites, mais en gros, voilà, on sait qu'on paye des impôts et puis les services qui sont en face, parfois on a un peu du mal à les voir. Donc, bon, est-ce que là-dessus ils sont plus brillants? Bref, j'en sais rien. En tout cas, ils font l'opposé de ce qu'ils avaient fait.
Donc il y a un moment, peut-être que c'était pas la bonne décision, soit avant, soit maintenant. Bref, en tout cas, la hausse des taux, en fait, moi, depuis des années, j'avais coutume de dire, et c'était un peu une approche même, comment on va dire, conservatrice. En fait, je faisais toujours des calculs que 100 000 euros empruntés, c'était 500 euros par mois sur 20 ans. C'était à peu près ça. Quand on a des taux à 1%, c'est 459 euros, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, ensuite, il y avait toujours l'assurance, etc. Quand on est en SCI, on a des taux un peu plus élevés. C'était pour faire le calcul rapidement, mais quand on visitait, je trouvais que c'était super efficace de savoir, bah, voilà, je vais rembourser, si le bien, il est à 100 000 euros, je vais rembourser 500, bah, après, on a super vite fait de faire les calculs, bah, s'il est à 200, ça va coûter 1000, s'il est à 150, ça va coûter 750, voilà, avec ce ratio de 500 euros pour 100 000 euros, on pouvait très vite faire les calculs. Et en fait, maintenant, j'ai un peu regardé, donc les taux, donc en fait, le vrai chiffre, c'était 459 euros à 1% par mois. Donc quand vous achetiez un bien à 100 000 euros, enfin que vous aviez un emprunt à 100 000 euros, vous remboursiez 459 euros par mois. Et donc maintenant, les taux, ils s'envolent, donc ils sont à 3% à peu près, on parle de 3% en ce moment, mais je pense que c'est aussi avec des emprunts qui n'ont pas encore pris la hausse de fin avril, donc de fin mars. Ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, il y a deux banques américaines qui ont eu des gros problèmes, Silicon Valley Bank, puis une autre banque un peu plus grosse. Et donc, et donc le gouvernement, enfin la banque centrale, elle a dit, ah bah tiens, on va encore monter les taux, un petit 0,5, ça vous fera pas de mal. Il y a plein de pays en Europe, j'avais eu Nico sur le podcast, il y a plein de pays en Europe, dont la Pologne, où il y a des taux d'emprunt variables. Donc là, voilà, si si votre emprunt sur votre résidence principale déjà c'était limite à 1% ou 2, ben là, où en fait il n'y a pas de possibilité de taux fixe, ou alors les taux fixes sont beaucoup, beaucoup plus chers. Bon, en tout cas, avec la hausse des taux, moi je connais pas mal de gens, en gros, leur mensualité, elle peut énormément changer. Et quand je vous dis énormément, ça peut passer très vite de 2000 à 3000 euros par exemple sur une maison. Des choses comme ça. Donc, voilà, on remboursait avant 460 euros. Si le taux d'intérêt, il passe à 3%, et je pense que 3%, c'est un taux qu'on a du mal à avoir aujourd'hui, on est déjà à 555 euros sur 20 ans. Et inutile de vous dire que les loyers, ils n'ont pas pris, ils ont pas pris 100 euros par mois. Ensuite, si on passe à 4%, on est à 606 euros. Et si on part sur du 5%, ce qui n'est pas du tout, vu la hausse qu'on a pris, là, on a pris 3% en quelques mois. Si on passe à 5%, on est à 660 euros. Donc ça fait une hausse de plus de 50% en fait, si je dis pas de bêtises. Voilà, si les taux ils touchent 5%, on sera à une hausse de plus 43% de votre mensualité de crédit, donc en fait, la plus grosse dépense de quasiment tous les ménages français, en tout cas les jeunes. Ça commence à piquer, hein, 43% sur la plus grosse dépense. Et là, avec 4%, donc je pense qu'on va les toucher, hein, les 4%, on est à plus 31%. Donc tranquillement, voilà, vous venez de perdre une énorme partie de votre possibilité d'endettement. Alors, ce qui est assez beau, c'est que là, à l'heure où je vous parle, alors il y a plutôt une bonne nouvelle, il y a une loi anti-squat qui a été votée par les députés hier, je pense, mais à mon avis, il y a encore un bon petit process jusqu'à ce qu'elle soit publiée au journal officiel. Et visiblement, donc je crois que ça faisait 2 ans qu'on parlait des critères du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière, qui limitait à 35% l'endettement. Et là, comme par hasard, l'État, pour nous aider, il va peut-être changer ces critères de 35% qui handicapaient beaucoup les investisseurs. Sauf qu'à l'époque, c'était pour acheter des biens qui étaient rentables. Alors que là, si on nous fait sauter les 35%, qu'on peut s'endetter à 40-45%, mais que c'est pour acheter des biens qui sont trop chers parce que les biens auront quasiment le même prix, mais les mensualités seront plus élevées. Donc en fait, ça va mettre vraiment en danger autant le 35% si vous aviez des biens rentables, c'était top. Autant là, j'ai un peu plus de réserve quand les taux augmentent, qu'on permette aux gens d'encore plus s'endetter. Politiquement, je pense que c'est une bonne idée. Dans les faits, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors là, je suis sur un simulateur pour voir un peu. Donc, j'ai fait une petite simulation sur 25 ans.
si vous gagnez 3 000 euros net avant impôt. Donc en ce moment, vous pouvez emprunter 197 116 euros. Donc 197 000 euros si vous gagnez 3 000 euros par mois avant impôt. Et à l'époque, quand les taux étaient aux alentours de 1%, je fais la simulation en direct, eh ben, vous pouviez acheter 257 000 euros. Donc ça fait une différence de 60 000 euros. Donc c'est ce qu'on a vu, à peu près un tiers de pouvoir d'achat en plus ou par rapport à maintenant. Avant c'était 200 000, 30% de 200 000, ça doit faire 60 000. Donc 260 000, donc vous venez de perdre 30%. Alors soit votre paye a augmenté de 30%, votre paye nette après impôt. Donc si vous êtes à une tranche si vous êtes à une tranche de 30% d'impôt, donc j'espère que votre paie a augmenté de 50% là avec la hausse des taux. Comme ça, vous pouvez emprunter à peu près le même montant. Mais non, sinon, bah voilà, on voit le gros problème qui est apparu. Moi, j'avais l'impression que l'immobilier, c'était à peu près ce qui tirait encore le pays vers le haut. Il y a plein de personnes qui disent, notamment un peu dans le domaine de l'écologie, que en fait, on produit plus grand-chose depuis 20 ans, et qu'en fait, la hausse du PIB, elle est liée surtout à une hausse des prix, et notamment des prix de l'immobilier et des transactions. En tout cas, là, c'est sûr que ça va, au moins le nombre de transactions, je pense qu'il va fortement chuter. Donc, ce que je vois, le constat, ça va être partie 2. Le constat, voilà, vous avez perdu du pouvoir d'achat, le constat. Alors là, on va parler du constat sur le marché de l'achat immobilier, de l'achat et de la vente, selon les cas. Et après, on verra, selon qu'on ait de l'immobilier ou pas, ce qui est le mieux ou non. Alors, ce qu'on voit sur le marché, en tout cas, le retour que j'ai de nos membres du Club Invest, et puis moi, bien sûr, je suis toujours en veille sur le marché. Ce qu'on voit, c'est que les biens, ils restent beaucoup plus longtemps sur le marché et il y a beaucoup moins d'acheteurs. Il y a aussi beaucoup de biens qui reviennent parce que les personnes, elles avaient fait, notamment pour leur résidence principale, souvent pour leur résidence principale, les personnes, elles vont à la banque. L'immobilier est tellement cher de toute façon, elles disent, bon, en gros, combien je peux emprunter? Bah, typiquement, là, la personne avec 3 000 euros de revenus, on lui dit, tu peux emprunter 257 000 euros. Elle trouve un bien à 240 000, elle l'achète et en fait, on lui dit, ah ben non, c'est plus 257 000, c'est 197 000. Donc on voit bien que il y a des biens, donc moi ça m'est arrivé, j'ai visité des biens où il y avait eu des refus de financement. Les agents immobiliers, ils sont de plus en plus regardants par rapport à ça. C'est vrai que moi, ça a été très rare qu'on me demande une attestation de solvabilité ou un préaccord de financement avec la valeur que ça vaut pour visiter. En général, on nous le demande une fois qu'on a fait une offre et encore pas tout le temps. Mais là, il y a de plus en plus d'agents qui demandent ça. Ben, je comprends, ils veulent pas travailler pour rien, faire visiter à tout va, et puis que ensuite, ben, il y a la transaction ne se fait pas. Donc, il y a le nombre le volume de transactions, il baisse, le volume de compromis signés, il baisse. Forcément, ce qu'on voit, c'est que pour les visites, il y a beaucoup moins de gens, donc moins de concurrence. Avant, les biens ils partaient super vite. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, c'est très bien pour négocier, prendre le temps, faire plusieurs visites, faire plusieurs offres. Après, le point qui est compliqué, donc on est, je pense, dans une période où ben voilà, il faut négocier sec parce que et si vous voulez, vous avez mon programme négocier pour faire des gros billets. Voilà, moi j'ai acheté des biens quand les taux étaient à... Parce que mes premiers biens, les taux, ils étaient à plus que 3% quand j'ai acheté. Et donc là, on y retourne. Donc là, on voit que en fait, les prix, ils baissent vraiment de façon marginale. Enfin, de ce que j'en vois, il n'y a plus peut-être cette surcote des gens qui disaient, bon, le marché, il est fou, mon bien, il vaut 200 000. Allez, je vais le mettre à 230 et on verra bien. Donc là, le bien qui vaut 200, il est toujours à 200. À la limite, il va un tout petit peu baisser, mais les vendeurs, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout prêts à baisser leur prix. Ce qui se passe, qu'on a vu, bah moi, je vois un peu l'expérience de plusieurs pays aussi. Par exemple, en 2008, dans certains pays, en fait, ça dépend toujours de votre situation. Quand les prix, ils vont à la baisse, bah, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on n'est pas obligé de vendre, à part certains cas particuliers du type héritage ou du type, ben, je sais pas, mutation, etc. Mais sinon, on n'est pas spécialement obligé de vendre. Donc, quand les prix baissent,
eh ben, il y a moins de biens en vente, en tout cas moins de biens avec quand même des prix qui sont baissiers. Donc, donc le constat qu'on fait, ouais, c'est ça, il y a des vendeurs qui sont prêts à vendre pour l'instant, mais ils ont acheté soit en haut de la bulle, ou soit ils avaient une estimation il y a un an, ou des offres il y a un an qu'ils avaient refusées. Et puis maintenant, c'est compliqué de négocier, donc on essaye de négocier. Donc nos membres là, donc qui font les visites. Et en fait, c'est c'est tout l'état d'esprit qu'on adopte. Il faut complètement le changer de mon point de vue. Il faut complètement le changer parce que on est encore un peu dans l'état d'esprit d'il y a même, je veux dire, en juin 2022, c'était encore un peu je me rappelle, c'était un peu la folie encore sur les appartements. Et, euh, et donc c'était un peu, il faut se dépêcher, faut faire une offre au prix si le bien il est vraiment bien pour être sûr de l'avoir. Là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment changer d'état d'esprit, parce qu'en fait, vous allez payer beaucoup, beaucoup plus cher votre mensualité, et donc votre pouvoir d'achat, il a baissé, votre rentabilité, la rentabilité est pas liée, on le dit souvent, la rentabilité n'est pas liée au financement, mais vos finances sont liées à votre financement. Donc, si vous payez 50% plus cher ou 30% plus cher votre remboursement, sachant que les charges aussi risquent d'augmenter avec la hausse de l'énergie. En gros, votre logement, il va vous coûter 30% plus cher que si vous l'aviez acheté il y a un an. En tout cas, oui, en coût, parce que les intérêts, c'est des vrais coûts pour le coup. Donc, il faut vraiment se sortir de l'état d'esprit en mode, surtout dans les marchés qui étaient tendus, en mode, si le bien, il est trop bien, on fait toute une offre, on fait une offre dans l'appartement. Et, euh, et puis, comme j'ai pu le faire plein de fois pour des bonnes opportunités, maintenant, il faut, à mon avis, tout le temps négocier pour, euh, pour essayer d'avoir un prix acceptable et faire un peu, forcément, le vendeur, il va pas faire moins 30% sur son bien parce que ça va vous coûter plus cher, mais il faut quand même que vous obteniez quelque chose dans ce sens de la part du vendeur pour que votre affaire soit pas trop mauvaise dans les chiffres. Surtout si vous débutez, surtout si vous avez peu de cash, surtout si voilà, si vous êtes si c'est vraiment important, on parle souvent du cash flow. Le cash flow, il y en avait plein qui disaient que c'était des anomalies, qu'ils avaient acheté là, des taux super élevés et qu'il y avait pas de cash flow. Bon, peu importe, les prix ils étaient beaucoup moins chers aussi. Donc maintenant, on a le double effet, c'est-à-dire les prix chers et les taux d'immobilier qui sont hauts. Après, je pense avant, on avait des emprunts beaucoup plus courts, ça c'est vrai, et c'est ça qui faisait qu'il y avait peu de cash flow. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc un marché avec des vendeurs qui sont pas prêts à trop baisser les prix. Ça dépend après toujours des situations. Forcément, si le vendeur il a son bien depuis 30 ans, qui veut juste s'en débarrasser, ça va pas être la même chose que si le vendeur il a acheté il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Et là, bizarrement, on a eu pas mal de membres qui ont eu des vendeurs de ce type, des vendeurs qui avaient acheté récemment, ou des vendeurs on connaît déjà avec les défisques, ceux qui avaient acheté des Pinel et autres. Donc nous, on les payait, on a acheté au moins trois ex-Pinel qu'on a payé à peu près, enfin moins que la moitié du prix qui avait été payé il y a 12 ans. Donc, donc déjà, ça faisait super mal aux vendeurs d'avoir payé un truc de 100 000 euros et que nous, on le payait moins de 100 000. Mais maintenant, avec la hausse des taux, en fait, ils vont payer, est-ce qu'ils auront payé 200 000? Ça vaut peut-être aux alentours de 70 000. Donc c'est sûr que faut les convaincre, c'est pas évident. Euh, mais en tout cas, mon conseil, c'est vraiment essayer de complètement resetter, pour faire du mauvais français, resetter votre mindset, d'être complètement dans un autre état d'esprit que l'état d'esprit que vous aviez il y a 6 mois par rapport à l'investissement immobilier. Il y a beaucoup moins de concurrence. Quoi qu'on vous dise, il y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a beaucoup moins de personnes qui sont finançables. Et, euh, et donc, profitez de votre position qui, à nouveau, avant, on nous traitait, limite, on nous crachait dessus, d'être un acheteur, un futur sur les marchés tendus, d'avoir des exigences. Quoi, vous vouliez les documents? Quoi? Comment ça? Vous voulez, avant de faire une offre, vous voulez lire les PV d'AG, les diagnostics et être sûr que l'appartement, il fait la superficie que je vous ai dit, mais c'est n'importe quoi. Donc avant, c'était vraiment la jungle. Maintenant, le pouvoir, il retourne aux mains des acheteurs. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas dans quelles conditions, mais profitez-en, vous avez de nouveau le pouvoir si vous êtes acheteur. Et si vous êtes vendeur, si vous arrivez à vendre au prix que vous espériez il y a quelques mois ou avec une toute petite décote, si vraiment vous avez envie de vendre, à mon avis, c'est pas idiot de vendre à moins 5% par rapport à ce que vous aviez prévu.
Alors, partie 3, les stratégies. Donc, ça va un peu recouper la partie d'avant. Mais donc, si on est vendeur, bah, accepter, je pense, d'ajuster légèrement son prix. Sinon, un tout petit peu baisser si vous avez vraiment envie de vendre, si vous avez vraiment besoin de vendre. Je pense qu'accepter 5-10% de baisse, c'est pas horrible. Après, ce que je pourrais que vous recommander, c'est de vraiment vous poser la question, est-ce que vous voulez vendre, en sachant que si c'est pour vendre, pour acheter quelque chose, ben vous allez vous taper les gros intérêts, quoi. Si vous avez acheté un bien à 1% d'intérêt et que vous voulez, par exemple, vous déménager, vous voulez acheter une nouvelle résidence principale ou un nouveau bien locatif, le problème que vous allez avoir, c'est que si votre emprunt il n'est pas remboursé, si admettons, vous avez acheté 300 000, il vous reste 200 000 à rembourser, vous vendez, euh, vous vendez le bien, vous récupérez donc 100 000, après vous voulez racheter un bien à 300 000, et là vous allez avoir de nouveau un emprunt qui va être à 4%, il va plus être à 1%. Donc vous allez perdre du pouvoir d'achat dans les deux sens, vous allez un peu perdre à la vente déjà, et puis c'est pour racheter, voilà, c'est dangereux, vous allez payer plus cher, ou alors vous n'êtes même pas sûr de pouvoir avoir le même, si vous aviez acheté il y a 1 ou 2 ans, peut-être que vous étiez finançable avec les 35%, sauf que maintenant avec la hausse des taux, vous n'êtes plus sûr d'être finançable. Donc posez-vous bien la question, est-ce que je vends ou non? Après, comme toujours, si on vend, mais ça c'est toujours, peu importe les taux, voilà, faire un bien de qualité, faire un peu, essayer d'avoir le coup de cœur, ne pas vendre un bien qui a encore des petits travaux, des petites retouches à faire, voilà, renforcer la qualité du bien, peut-être le spécialiser si c'est pour de la location, peut-être faire un bien qui est vraiment optimisé location courte durée, ou alors si c'est pour vendre à une famille, vraiment, optimiser l'appartement ou la maison pour la famille, peut-être un peu le spécialiser. Ça peut être une stratégie, mais ça c'est une stratégie, j'ai envie de dire, qui s'applique dans tous les cas, peu importe les hausses de taux ou non. Mais moi je me poserais vraiment, vraiment la question de est-ce que je dois vendre? Et je pense, à part un héritage, c'est peut-être pas la bonne façon, ou un départ, ou alors si vous en avez vraiment, vraiment marre d'un bien. Donc voilà, en plus, j'ai vu passer une histoire pour les passoires énergétiques, donc de nouveau de notre cher gouvernement qui a aucune solution pour nos passoires énergétiques, mais qui les appelle comme ça. Maintenant, il va falloir, pour les vendeurs, il y a une nouvelle obligation que j'ai regardé vite fait. Voilà, donc dans le futur, on ne sait pas. Alors, j'ai pas trouvé l'article, j'en ai trouvé un autre. Donc, de ce que j'avais lu, alors, à vérifier. Maintenant, quand on va vouloir vendre un bien qui est donc passoire énergétique, comme ils disent, donc passoire énergétique, en gros, c'est tous les dans l'Est, j'avais regardé, c'est quasiment 40% des logements, et les autres 60%, il y en a qui sont bien, et je pense qu'il y en a où c'est un peu des fakes, des faux DPE, mais en gros, voilà, tous les logements qui ont été construits après la guerre, ils sont des passoires énergétiques. Donc vous êtes un horrible marchand de sommeil si vous louez dans ce type de bien. Par contre, on vous dit pas comment vous pouvez améliorer la note. En tout cas, là, je suis toujours comment on peut dire, vindicatif par rapport à ces histoires de passoires énergétiques. Ils ont super bien marketé le truc avec le mot. Pour moi, l'important, c'est combien, est-ce que les gens, ils ont chaud ou non, et combien ils payent de chauffage et ils utilisent le chauffage. Après, c'est peut-être, voilà, j'ai peut-être mal vu sous quel point de vue il fallait. Pour moi, si tu dépensais peu de chauffage et que vous avez chaud, le logement il est bien. Bref, et sinon, j'avais bien sûr, et je pense que tout le monde est au courant, on trouve d'artisans nulle part. Mais par contre, donc quand on rénove, à peu près de ce que j'avais vu, entre 5% de l'objectif par an. Donc l'année d'après, vous avez le double de logements à rénover. Enfin, voilà, on sait pas trop où ça va nous mener cette histoire, mais bon, tout, c'est toujours sympathique. Donc là, il y a l'UE durcit le ton sur les passoires énergétiques. Les propriétaires de logements énergivores sont au pied du mur. Ceux qui détiennent une passoire thermique ne peuvent plus mettre leur bien immobilier en location sans le rénover. Tel est le cadre réglementaire en France. Bon, je vous apprends rien, ça date de 2021. Dans un vote effectué le 14 mars 2023, le Parlement européen a entériné une directive tout à fait inédite. Le texte impose à tous les propriétaires européens de réaliser une rénovation énergétique de leur logement avant de pouvoir le vendre. D'ici 2030, les habitations estampillées d'un DPE de classe F ou G devront atteindre la note de E. Dès 2033, c'est la note de D qu'il faut obtenir. En cas de manquement, un propriétaire souhaitant vendre son bien sera sanctionné d'une décote. Voilà, on est un peu à la limite, hein. On est un peu à la limite, mais voilà, c'est la nouvelle doctrine, il faut vous adapter.
En tout cas, donc si vous avez besoin de vendre, pourquoi pas accepter une légère baisse de prix, mais sinon, bah, essayez de garder le bien, tant mieux, tant que vous pouvez en faire quelque chose, tant que vous pouvez le louer, tant que l'État vous autorise à le louer, gardez-le. Donc ça, c'est la stratégie quand on est vendeur. Quand on est acheteur, bah, négocier, on arrivait à négocier déjà quand les taux étaient bas, même si le marché était complètement fou sur la fin. Si vous voulez, vous pouvez acheter à très bon prix, à moins de 100 euros, ma formation de négocier pour faire des gros billets. Mais en tout cas, négocier, utiliser tous les arguments qui existent pour pouvoir négocier. Et l'argument un peu massue en ce moment, bah, c'est, en plus de tous les autres qui existaient déjà, bah, c'est bien sûr la hausse des taux. En disant, bah, écoutez, je veux bien comprendre que le vendeur, il a acheté tant, mais moi, en fait, pour payer le même prix que lui, eh ben, je suis obligé de payer 20% de moins le prix du bien. Donc voilà, ne vous laissez pas embobiner par combien les agents immobiliers disent souvent, voilà, sinon il va le mettre en location, sinon il perd de l'argent. Bah ouais, c'est comme ça, hein, nous, on n'a pas la main mise, c'est pas nous qui décidons de la hausse des taux. Donc ne payez pas le prix affiché et surtout pas le prix d'il y a 6 mois ou d'il y a un an, un bien aujourd'hui. Ce serait, je pense, une erreur et ça vous exposerait à des risques. Mais alors, bye patron, qu'est-ce qu'on fait avec cette hausse des taux? Alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs points de vue. Soit vous avez déjà des biens. Bah, moi, ce que je vous conseillerais, tous les biens que vous avez, vous les gardez, vous les avez sûrement eu avec des financements très avantageux que vous n'arriverez plus à obtenir aujourd'hui. Donc, gardez vos biens. Si vous avez un peu du temps, comme moi, moi, j'avais pris beaucoup de temps pour acheter, rénover, tout ça, les biens. Là, en ce moment, bah, je digère encore un peu, c'est 1 million d'euros d'achat. Donc, c'est peut-être le moment d'optimiser, voilà, peut-être rénover, enfin en tout cas améliorer les logements, si possible un peu à moindre coût, mais faire un truc, des logements plus qualitatifs. Pourquoi pas essayer des nouveaux modes d'exploitation qui seraient plus rentables. Vous pouvez augmenter les loyers. Ça, c'est mon gestionnaire qui le fait. Je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros, vous pouvez chaque année augmenter le loyer sur base de l'indice de référence des loyers, et il est plafonné par contre à 3,5%. Donc 3,5% par rapport à la baisse des 20%, 30% de pouvoir d'achat, c'est pas énorme. Mais vous, en fait, votre remboursement, il est fixe. Donc avoir 3,5%, bah, ça peut vous créer peut-être un cash flow que vous n'avez pas. Ou alors bah, faire face à, de toute façon, tout augmente, les taxes foncières, les charges de copro. Donc cette petite hausse de 3,5%. Après, c'est un peu triste. Chacun fait un peu comme il veut. Moi, les locataires... Enfin, il y a toujours des débats là-dessus. Est-ce qu'on augmente ou non les loyers? Bah, les locataires qui payent, qui sont super sympas, ben voilà, ils ont signé à un instant T. Est-ce que au moment où tout est plus cher, ils doivent payer encore leur loyer plus cher? C'est à vous de voir, vous et votre conscience. Après, ça dépend. Il y a des locataires, les locataires qui sont embêtants, qui sont pinailleurs. Bah voilà, on va pinailler. Ça, chacun son tour de pinailler. Mais en tout cas, ouais. Si vous avez des biens, augmenter, peut-être profiter si vous avez un locataire qui part pour un peu les rénover, les améliorer. Enfin voilà, optimiser l'existant, garder, enfin moi je conseillerais de garder en tout cas tous les biens qu'on a parce qu'on les a eus avec des financements qui étaient pas chers. Donc ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas de biens du tout ou que vous êtes en recherche de biens, bah, rien ne vous empêche aujourd'hui de visiter. Visiter, c'est gratuit, hein. Pour ceux qui... Parce qu'il y a des gens, on a l'impression, visiter pour eux, ils ont déjà sorti le chéquier. Les gars, visiter, les filles, c'est gratuit. Vous pouvez visiter autant que vous voulez. Vous pouvez visiter 10 apparts sans appartement. Ça vous coûtera 0. Donc, continuez à visiter. Sur le marché, ben, ça peut être vraiment pas mal. Et il y a tout le temps des opportunités, hein. Toujours des biens qui sont moins chers que le prix du marché. Après, il faut bien définir le prix du marché en sachant que, selon moi, le prix du marché d'aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a quelques mois. Donc, visitez. Ensuite, vous faites vos propres calculs. Et c'est ça. Moi, il y a un moment, quand j'achetais, il y a plusieurs années, avant que le marché soit un peu fou, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est passé de temps en temps de faire des offres, en fait, complètement indépendamment du prix annoncé. Il y avait un prix qui était annoncé, mais moi, je disais, en gros, je veux louer ça, je veux tant de renta, donc je vous propose tant. C'était pas moins 12, moins 15, moins 20 000 par rapport au prix affiché. On sait qu'il y a un gros ancrage. Plus le prix affiché est haut, plus on paye cher. Plus les offres sont basses, moins on paye cher en général. Mais voilà, à vous de faire vos propres calculs. C'est pas mort, hein,
on peut toujours acheter, mais faites vos propres calculs. Vous dites, OK, moi, je veux un cash flow de temps. Ben alors, ça nécessite de payer tant par mois. Vous allez sur un simulateur, vous regardez combien ça va vous coûter par mois et vous faites des offres à ce prix-là. Ce sera des offres de bâtard, très probablement. Ça passera très rarement, mais c'est pareil, faire une offre, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, si vous recherchez des biens, si vous n'en avez pas, à visiter, mais tenez compte de cette nouvelle tendance du marché. Par contre, la stratégie que je déconseillerais en ce moment, alors après, il y a sûrement des exceptions, mais c'est de faire une sorte d'achat-revente rapide, donc soit des achats-reventes de résidence principale. On sait qu'à un moment, ça a bien fonctionné pour dégager du cash pour les gens qui n'en avaient pas. Donc, achat-revente avec énormément de travaux, pourquoi pas, si vous gérez bien le budget, que vous faites vous-même les travaux, bien sûr, les matériaux ont aussi augmenté. Si c'est vraiment un gros projet, ou si vous divisez des biens, ou si vous divisez des terrains, si vous faites construire et tout, pourquoi pas. Mais si c'est juste un achat-revente acheté pour rénover, rafraîchir et revendre, franchement, à l'heure actuelle, je le ferai pas parce que en fait, les taux, on ne sait pas jusqu'où ils vont monter. Peu importe votre bien, si vous prenez un petit 0,5 ou 1% qui est complètement, vous avez aucun contrôle là-dessus. Voilà, la dernière hausse, si je ne dis pas de bêtises, elle provient de la faillite d'une banque américaine, d'une petite banque américaine dont vous n'aviez jamais entendu parler. En tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et d'un coup, boum, on prend 0,5. Et 0,5, ça fait tout de suite baisser le pouvoir d'achat de, je pense, de 5-10% des acheteurs, des futurs acheteurs. Donc, posez-vous bien la question. Si vous voulez faire un achat-revente, moi, en tout cas, un achat-revente avec des légers travaux, je le ferai pas parce que je trouve que c'est trop risqué. Avec cette hausse des taux, il y a des appartements, les derniers appartements que j'ai achetés, très probablement, si je devais les revendre aujourd'hui, je perdrais un peu d'argent, même si j'ai fait des bonnes affaires. Mais quand quand les acheteurs, ils perdent 30% de pouvoir d'achat, voilà, vaut bien, même si vous les avez bien achetés, je suis pas sûr que vous les revendez peut-être juste au même prix. En tout cas, ça vaut pas la peine. Donc, les stratégies d'investissement locatif, en ayant fait vos propres calculs de rentabilité, ça vaut le coup. Garder ses biens, ça vaut le coup. L'achat-revente, je suis très très réservé parce qu'on ne sait pas jusqu'où va. Si vraiment on avait des signes que l'inflation elle baisse significativement et qu'on n'est plus comme ça, la banque centrale qui augmente les taux à tout va, voilà, pourquoi pas. Mais là, je pense que le marché est trop incertain. En tout cas, donc si vous faites de la location, là, ça pose pas de problème parce que vous allez avoir une mensualité fixe. Même si les prix ils varient un peu, c'est pas grave. Vous gardez le bien, il se loue et puis voilà, vous faites votre business. Mais un achat-revente, franchement, compliqué. Vous risquez d'avoir le bien qui vous reste sur les bras quelque temps, sauf à faire un truc avec une marge qui est très très importante. J'ai enregistré avec un marchand de biens, je vous diffuserai l'épisode dans les prochaines semaines. Voilà, si vous avez des marges qui sont importantes, faites vos calculs worst case et tout ça, pourquoi pas. Mais si c'est pour acheter une maison, la retaper ou un appartement, dangereux selon moi d'adopter cette stratégie. Après, donc voilà, c'est toujours le gros avantage de l'immobilier. Vous avez ces deux solutions. Si l'immobilier monte, moi ça m'est arrivé dans une ville, l'immobilier il est devenu complètement dingue. J'ai revendu, ça m'a fait beaucoup de cash. Si l'immobilier reste stable ou que vous n'avez pas forcément envie de vendre, vous gardez. Les loyers vont pas baisser parce que les prix vont baisser. Bien au contraire, parce que le gros avantage, entre guillemets, et c'est très triste, c'est que vous allez avoir moins de gens qui vont pouvoir acheter leur résidence principale et donc il va y avoir plus de locataires. Donc c'est un peu un monde de riches pour les riches, comme toujours. Mais ça va être le gros avantage, vous allez avoir une demande de location accrue. Moi, j'ai que un appartement qui fait plus que 80 mètres carrés en location. En fait, j'avais décidé de ne pas en acheter d'autres parce que je m'étais dit que j'étais trop en concurrence avec les primo-accédants ou les personnes qui pourraient faire l'acquisition de biens comme ça destinés à une famille. Et en fait, on voit bien que là, forcément, si vous avez des logements qui sont grands, vous allez pouvoir toucher des personnes qui sont plus capables d'acheter. C'est triste, mais c'est comme ça. Peut-être que la demande locative va augmenter par rapport à ça. Donc, à la fois, vous avez l'effet bénéfique de la hausse de l'indice des loyers, même si elle est limitée à 3,5%. Pour vous, c'est quand même plutôt un bon point. Et en plus, vous allez avoir plus de locataires parce que malheureusement, les gens ils pourront plus acheter. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Autre point, par contre, si on a du cash, comme on dit, cash is king. Si on a du cash, alors là, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'acheter sans clause suspensive. Donc, je pense que la plupart des auditeurs connaissent. Quand on fait une acquisition en France, on a une clause suspensive d'obtention du crédit. Donc, si on n'a pas le crédit, on peut sortir du compromis. Et cette clause, on peut volontairement décider de ne pas l'appliquer, de ne pas la mettre dans le compromis. Et c'est un bon moyen de négocier parce que le vendeur, il est sûr que dans tous les cas, vous allez acheter le bien parce que vous n'allez pas avoir cette clause qui va s'appliquer en sa défaveur. Surtout dans un marché incertain, vous pouvez très bien lui dire, voilà, ça se trouve, les taux vont encore augmenter, donc il y aura encore moins de gens, donc vendez-moi aujourd'hui à ce prix, j'ai le cash, dans 3 semaines, vous avez l'argent. Ça peut être un bon point. Si vous avez du cash, c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires, mais après, pareil, bonne affaire pour du locatif, ok. Bonne affaire pour de l'achat-revente, on n'en sait rien, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas où le marché va aller. Donc voilà. Et ensuite, si vous avez du cash, le point sur lequel je voulais revenir, c'est la bourse. La bourse, mine de rien. En fait, les sociétés, l'inflation, elle va bien quelque part. Hein. Et donc, j'ai regardé un peu les chiffres du CAC 40. En fait, c'est pour ça que je disais tout le temps que je disais au départ que pour moi, il y a beaucoup de spéculation et cette hausse, elle n'est pas forcément justifiée. Donc les sociétés du CAC 40, elles n'ont pas fait une année record, mais elles sont un tout petit peu en deçà de 2021. Mais en fait, en 2021, il y avait eu un résultat hors norme qui était lié par une vente de 25 milliards faite par Vivendi. Donc en gros, les sociétés, elles vont très bien, il y a des super gros profits, leur chiffre d'affaires, il a augmenté de 19%, vous vous rendez compte, 19% le chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40. Les sociétés tech, elles ont un peu dévissé, mais en tout cas, voilà, les sociétés, ça se passe bien pour elles. Hein. Là, on a eu cette semaine, on a appris que l'homme et la femme les plus riches du monde sont français. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, en tout cas, moi, j'ai cette action LVMH, je suis assez content que Bernard Arnault se porte bien. Donc en gros, ouais, si vous voulez investir en bourse, je pense que c'est... Alors, bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, c'est pas idiot de s'y pencher maintenant. La bourse a beaucoup d'avantages sur l'immobilier. J'avais fait un de mes tout premiers épisodes là-dessus. Déjà, vous n'êtes pas soumis à ces réglementations qui changent tout le temps, hausse de taxes foncières, frais de notaire. Maintenant, avec tout ce qui est l'écologie, où on ne sait pas où on va, on nous dit de faire des choses, mais on ne sait pas quoi faire. On nous dit de baisser la note, mais on ne nous dit pas comment. Donc, la bourse a des gros points forts. Alors, c'est assez fou. La plus grosse société française qui a fait le plus d'argent, c'est honte à moi. Franchement, alors je pense que les gens dans le Sud, ils la connaissent, mais c'est la société CMA-CGM. C'est le 3e transporteur maritime, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le premier employeur privé de Marseille, 3e transporteur maritime mondial. Donc on voit bien qu'il y a des gens donc eux, ils ont fait 24 milliards de bénéfices, sachant que Total, avec la hausse du pétrole, ils ont fait 19 milliards. Donc Total, j'ai aussi des actions. D'ailleurs, j'ai vu que les actions Total, elles pesaient assez lourd dans mon portefeuille parce qu'elles ont bien pris depuis que je les ai achetées. Bon, en gros, toutes les sociétés françaises vont bien, donc c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Donc si vous avez au moins se pencher vers la bourse, c'est pas idiot hein, de regarder ce qui se fait. Voilà, pareil, les constructeurs Stellantis, là, il a fait une super année. Pareil, j'ai des actions là, visiblement, il distribue 4,2 milliards. Donc c'est vraiment c'est vraiment un bon point. Et en plus, les sociétés, elles font ce qu'on appelle des rachats d'actions. Donc, pour faire simple, si vous ne savez pas ce que c'est en fait, quand vous écoutez les politiques un peu, les socialistes, les communistes et tout ça, ils disent tout le temps, oui, les sociétés ont versé aux actionnaires tant et tant de dividendes. Mais en fait, ce qui est assez incroyable, c'est plutôt les rachats d'actions. Parce que les dividendes, bon, ok, on arrive bien à les chiffrer, on arrive bien à les voir. Mais en fait, les rachats d'actions, c'est quoi? Les sociétés rachètent leurs actions et les annulent, souvent. Donc, ce qui se passe, c'est que pour un même gâteau, vous avez moins d'actions.
Donc chaque part du gâteau, en fait, elle vaut plus, quoi. Si vous voulez, avant, il y avait par exemple 100 000. C'est assez simple. S'il y a une société qui vaut 100 000, qui vaut aller 100 milliards, et qu'il y a 100 millions d'actions, chaque action, elle vaut 1000, en gros. Sauf que si demain, il n'y a plus que 50 millions d'actions, chaque action, elle vaut 2000. Donc en gros, ça, c'est un super moyen d'augmenter, c'est très utile pour augmenter la valeur d'une action. On n'en parle jamais, mais c'est vraiment des milliards et des dizaines ou centaines de milliards qui sont utilisés chaque année pour acheter des actions depuis pas mal de temps. Et grâce à ça, en fait, ce qui est assez fou, c'est que dans certains pays, vous avez... En fait, c'est pas la même fiscalité pour les dividendes. Les dividendes, en général, sont quand même assez imposés, même s'il y a des réductions. En fait, vu que la société a déjà été taxée, c'est normal, en gros, qu'il y ait des abattements sur les dividendes. Par contre, les rachats d'actions, il y a des pays où, en fait, quand on détient les actions depuis longtemps, il n'y a pas d'impôt. Donc ça change pas mal. Donc c'est une question à vous poser. Pourquoi pas se tourner vers la bourse? Tout le monde va, tout le monde a l'air de bien se porter. De toute façon, votre argent que vous payez en plus, il va bien quelque part. Et bingo, je vous le cache pas, il va dans toutes les sociétés. Donc voilà, c'est une stratégie qu'on peut adopter si on a beaucoup de cash, si on a vendu récemment. Par exemple, ça peut aussi être un des aspects en attendant de voir un peu où va le marché. Après, si vous êtes en France, que vous avez un PEA, alors je suis pas expert du PEA parce que j'en ai pas, mais l'argent il est bloqué, vous pouvez plus vraiment le sortir. Donc faites toujours attention. Si vous avez des projets immobiliers, faites toujours attention à l'argent que vous mettez dans le PEA. Si vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Si vous êtes déjà ric-rac pour payer l'apport ou pour payer des petits travaux ou pour avoir une épargne de sécurité, mettre de l'argent sur son PEA. C'est pas toujours l'idée du siècle quand on commence, même si on dit que la bourse c'est du long terme et tout. Pour gagner de l'argent en bourse, il faut de l'argent à la base. Voilà, on arrive au terme donc peut-être je ferai un épisode un peu plus en détail sur les résultats des sociétés, comment elles se portent, faire un peu peut-être aussi un historique de leur cours d'action. Mais sachez que l'inflation, c'est pas de l'argent qui disparaît, il va bien quelque part. Quand votre coiffeur il augmente ses prix de 10% ou 20%, parfois c'est pour payer un peu plus de chauffage, un peu plus ses produits un peu plus chers, mais c'est aussi il garde aussi une partie de la marge, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et voilà. Puis si vous avez une société, c'est peut-être le moment d'augmenter les prix, tout le monde le fait, et ça a l'air, les gens ont l'air maintenant complètement d'accepter ça, c'est assez incroyable. De toute façon, on n'avait déjà pas trop notre mot à dire avant. Mais là, en gros, on paye le prix qu'on nous demande. Quand on voit les voitures, c'est vraiment un truc de fou. En fait, les voitures, on arrive assez bien à voir en fonction des gammes. Par exemple, chez Mercedes, vous avez la classe E qui est mieux que la classe C, plus grande et plus chère. Vous avez les SUV, là, les GLE, GLC. Et en gros, on voit qu'en 3, 4 ans, 5 ans, au même prix, on peut acheter la gamme en dessous, quoi. C'est assez impressionnant. Si vous pouviez acheter un GLE il y a 4 ans, maintenant avec le même nombre d'euros, vous pouvez acheter un GLC. Et quand on voit les bénéfices qu'ils font, c'est que c'est pas toujours super justifié. Hein, mais bon, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Tout le monde essaye de faire des gros billets, on va pas leur en vouloir. Là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur ces hausses de taux. D'où ça vient, à quel point ça aide et à quel point ça aide de priver les gens d'investissement immobilier ou d'acheter leur propre maison. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est les impôts. À mon avis, l'État, il va chercher une solution parce que, mine de rien, si l'immobilier baisse, déjà, il va y avoir... c'est assez... je pense qu'il va y avoir moins d'agents immobiliers. Ça va un peu écrémer cette profession qui était... dans certaines villes, il y avait des personnes qui ne savaient pas trop quoi faire. Le marché était florissant, ils sont venus là. Puis peut-être qu'ils vont partir sur autre chose à présent. Pourquoi pas conseiller en audit énergétique. Ensuite, après, les recettes. Alors, j'ai lu quelque part, mais je ne retrouve plus la source, que les droits d'enregistrement, ça rapportait 18 milliards à l'État. Je pense que l'État, il a un budget en France d'environ 300 milliards. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas la principale source, mais c'est quand même pas négligeable. 18 milliards. Ensuite, si le marché immobilier baisse, moins d'impôts.
S'il y a il y a aussi les hypothèques, les droits sur les hypothèques. Donc tout ça, ça va être des baisses de. Donc s'il y a moins de plus-value, moins de. Aussi l'impôt sur la fortune immobilière, il dépend de la fortune immobilière. Si les prix baissent, moi je le paye pas, donc je ne sais pas. Mais on a dit si les prix baissent, il y aura aussi moins de transactions, moins de droits d'enregistrement. Bon, voilà. Soit ils vont nous trouver une nouvelle taxe, soit ce serait bien qu'ils nous trouvent un moyen de pouvoir racheter de l'immobilier à bon prix. Ça, on verra bien, mais en tout cas dans des bonnes conditions. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. Moins d'1h08, je l'ai fait parce que l'épisode de la semaine dernière avec Faker, il était assez long, j'en suis conscient. Comme toujours, si vous pouvez partager l'épisode, partager en story. On est quasiment 6000 sur Instagram. Il me manque 20 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, ou si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un de s'abonner à mon compte, n'hésitez pas à lui partager, à liker, à commenter. Maintenant, on peut commenter les épisodes sur Spotify, visiblement. Donc Apple Podcast, comme toujours, Spotify, partagez l'épisode. Et tous les liens, si vous voulez savoir comment négocier, si vous voulez m'appeler, si vous voulez nous rejoindre au Club Invest, c'est sur mon site grosbier.com. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et pensez à aller visiter dans tous les cas si vous cherchez des biens immobiliers. Et ensuite on avisera. Pour le reste, on avisera. Allez, bonne semaine à tous, bye bye.